voiceofcongo.net, news en real time. Bonjour, bonsoir à tous les abonnés de Voice of Congo, moi c'est Eric Boukoula. Une fois de plus sur la première agence, c'est-à-dire le premier site de la diaspora, le premier site en général, le premier site congolais, François Chipouki, bonjour à toi aussi. Et à la caméra, une fois de plus, c'est Pichou Kalala, le guerrier de la presse congolaise, comme je l'ai toujours dit, le guerrier de tous les caméramens congolais. Alors aujourd'hui, je vous amène quelqu'un de nouveau, pas de nouveau pour certains, mais de nouveau pour certains, peut-être qu'ils le verront aujourd'hui. Parce que rappelons-nous, Voice of Congo, c'est du jour au jour qu'on grandit, c'est du jour au jour qu'on a des abonnés. Et alors, bonjour d'abord et merci à tous ceux qui ont aimé notre page. Et on se rappelle qu'au moment où je vous parle, et c'est bien sûr le 9 novembre 2014, on est déjà à 150 000 abonnés sur Facebook. Alors, merci et pour vos encouragements et continuez à nous suivre. Et bien sûr, vous resterez à la page, c'est l'information en temps réel, vous rappelez bien. Alors, aujourd'hui, je reçois quelqu'un, un grand nombre d'États, si je peux dire comme ça, un politicien congolais que beaucoup connaissent et que d'autres ne connaissent pas, mais vous le découvrez aujourd'hui. Il s'appelle M. Kilele. Et il est un peu comme le président fondateur du Parti national congolais, PNC en cible. Présentement, il est à Johannesburg. Il est basé à Johannesburg, si je peux le dire ainsi. Nous irons avec lui, nous essaierons un peu de parcourir, si je peux dire ainsi, l'actualité au Congo. Vous savez que maintenant au Congo, il y a beaucoup qui se passe, surtout après ce qui vient de se passer chez nos amis burkinabés. Beaucoup veulent savoir qu'en pense celui-ci, qu'en pense celui-là. Et c'est comme ça qu'on a commencé ici à Johannesburg, d'abord avec M. Kilele. Pourquoi? Parce qu'il est l'un des hommes les plus influents dans la politique ici présent en Afrique du Sud, c'est-à-dire basé en Afrique du Sud. Alors, M. Kilele, bonjour. Bonjour Eric. Je ne sais pas si vous avez un mot d'introduction que vous pouvez dire peut-être à tous nos abonnés de Voice of Congo qui, à cette heure ou à cet instant précis, ont braqué leurs yeux sur vous. Bonjour ou bonsoir à tout le monde. Ça dépend de l'heure que vous nous recevez. C'est un grand plaisir de passer sur ce plateau pour la première fois, afin de pouvoir contribuer quelques idées pour le développement et l'avenir de notre pays. Évidemment, la contribution des idées, c'est ce dont a besoin le Congo. Alors, avant que nous puissions nous lancer vraiment dans ce dont on veut parler aujourd'hui, essayons un peu de survoler le PNC, Parti national congolais. C'est basé à Johannesburg. Oui, nous sommes ici. C'est plus d'une dizaine d'années, Et presque 20 ans. en quelques mots, comment pouvez-vous résumer l'idéologie de PNC? Vous vous battez pourquoi? Vous vous battez de quel côté? Présentement, opposition aux majorités, on ne sait pas. Non, le nom du parti fait parfois peur. Quand nous nous appelons des nationalistes, les capitalistes ont souvent peur du terme nationalisme, croyant que nationalisme signifie directement les communismes. Alors, nous sommes Parti national congolais, nous sommes des nationalistes congolais, parce que nous pensons que les objectifs de chaque parti au monde et de chaque organisation politique, ce sont des objectifs nationalistes d'abord. Avez-vous comment puis-je dire, vous référez-vous au MNC, le moment où, quelles sont les différences? Parce que là aussi on se rappelle, ce sont des nationalistes, pas seulement par nom, mais ce sont des nationalistes. Quelle est la différence entre eux et vous, ou juste ces deux branches d'un même arbre? Vous venez de répondre à la question. Nous sommes des nationalistes. Sans doute, le MLC de Lumumba demeure le point d'inspiration pour tout Congolais. Et Lumumba, lui aussi, s'est inspiré d'autres. Les Américains, ce sont des nationalistes. Les Français, ce sont des nationalistes. Les Chinois, les Russes, tout le monde est nationaliste au monde. Sauf qu'on essaye seulement de maquiller ce qu'on est en utilisant d'autres termes. Mais tout le monde est nationaliste. Ça signifie tout le monde qui est normal, aime d'abord son pays. Et notre idéologie s'est traduite par cet amour patriotique. Notre idéologie, c'est l'humanisme. C'est d'abord la valeur de l'être humain. Et c'est ce qui manque, vous savez, dans beaucoup d'organisations politiques où l'on privilégie plus à l'individu seul contre vous savez, l'altruisme qui devait nous unir nous tous et devenir une force pour ne pas devancer tout. Le respect de l'être humain manque au Congo dans la plupart de nos activités.
Et vous allez voir que depuis 1960, et même depuis l'époque léopoldienne, l'homme congolais a été écrasé par des régimes politiques au pays. On ne voit pas la valeur de l'homme. C'est ce qui manque. Alors, les nationalistes, eux, voient d'abord la valeur de l'homme. Et nous nous inscrivons, vous savez, dans ce sens-là, dans cette idéologie. N'aurait-il pas été plus simple de juste adhérer au MNC? Parce que le parti existait déjà bien avant le vôtre. Pourquoi n'avez-vous pas juste adhéré au MNC? Pourquoi fallait-il le PNC? Alors, les gens sont libres d'adhérer au MNC. Et la même question peut être posée même à Gizenga qui a créé le parti unifié mombiste. Ils sont aussi des nationalistes comme nous. Mais comme je dis, ils ont créé quelque chose de plus. Et je pense que si nous travaillons en alliance, ça peut faire une grande force. Et donc nous ne sommes pas obligés, vous savez, d'être le membre de MLC. Mais avec le temps, on pourra voir, il y a des petits partis politiques qui peuvent se diluer dans les plus grands partis politiques pour faire une force commune. Et cela, dans les PNC, n'est pas exclu dans l'avenir. Avez-vous déjà pensé à faire ce genre de coalition peut-être avec les autres partis nationalistes? Non, nous avons des petits contacts avec des gens, mais nous avons parfois peur vraiment d'exposer ces contacts parce que les politiciens congolais font souvent peur. On ne sait pas si le politicien congolais est vraiment un politicien, parce que vous trouvez des gens qui sont de droite, mais qui sont à gauche, des gens qui sont de gauche, mais qui sont de droite. Et on se demande si l'on fait la politique, si on poursuit réellement des idéaux, de l'idéologie de son parti, ou on y va parce qu'on a faim. Voilà, de gauche et de droite. Où êtes-vous? De la majorité ou de l'opposition? Non, moi je suis un opposant. Okay. Je continuerai à l'être aussi longtemps que le pays est sous occupation, le pays est en guerre, et surtout quand on a à la tête du pays un mercenaire qui est soutenu par ses complices congolais, qui ne mérite pas autre chose que d'être un jour appréhendé et jugé, comme cela a été à l'époque de la chute du Troisième Reich de Hitler en Allemagne. Parce que ces gens qui sont au pays sont tentés de blaguer, alors que ce sont réellement des nazis. La politique moubutiste et même la politique de Karambe, c'est des nazis. Quand vous lisez l'histoire des nazis, de Hitler, c'est la même chose. C'est du totalitarisme. Peut-être qu'on devra un peu tourner tout autour là. À part le fait que vous dites qu'ils sont des mercenaires et qu'ils sont des nazis, quoi leur reprochez-vous particulièrement? C'est-à-dire, je parle du parti au pouvoir, je parle de toute la majorité présidentielle, plus particulièrement peut-être le PPR, de leur façon de gérer le pays. Que leur reprochez-vous? Je leur reproche de tout. Quel est le but de gouvernance? C'est d'abord la livraison de services au peuple et au pays. Dans tous les domaines. La plupart des pays au monde souscrivent aux objectifs du millénaire. Et donc, il faut que les conditions de vie des gens dans un pays soient améliorées. Par contre, au pays, nous voyons il y a un enrichissement d'une certaine classe politique. Des gens qui ont l'opportunité d'être au gouvernement ou d'entourer les occupants, pendant que la majorité est en train de croupir. À quoi ça sert de continuer à avoir des gens pareils à la tête du pays quand nous manquons d'eau potable dans un pays qui a une plus grande hydrographie en Afrique comme le Congo? À quoi ça sert d'avoir des gens comme ça au pays quand la totalité du pays est plongée dans l'obscurité dans une période moderne où les gens doivent n'est-ce pas, avoir de l'électricité chez eux, alors que nous avons ce qu'on appelle le plus grand barrage hydroélectrique au monde. À quoi ça sert d'avoir des gens pareils au pays quand l'emploi n'est pas créé et qu'à 95% le pays est au chômage? Mais quand on est proche de tout. Sur les indicateurs macroéconomiques, Oui. La RDC est parmi les pays avec la croissance économique la plus élevée. C'est une complaisance. Excuse-moi de vous interrompre. C'est une complaisance. Ce sont des chiffres. Il faut qu'on voit cela sur le terrain.
Vous voulez me dire que vous êtes un pays émergent? Ok. Ça saute sur les lèvres de tout le monde. Je vais essayer Le Congo n'est pas un pays émergent. de reformuler ma question. D'accord. Parce que quand on dit, évidemment, vous dites que ce sont des chiffres, évidemment, mais c'est par ce chiffre peut-être qu'on est en mesure de définir si, évidemment, il y a de l'évolution ou pas. Je crois qu'avant peut-être le gouvernement Matata, ou bien peut-être avant le gouvernement, avant celui-là, il y avait, on n'avait pas une telle croissance, un si haut niveau de croissance économique. Et plus récemment, avec l'indice Doing Business, il s'avère que la RDC est parmi les pays qui sont le mieux placés au monde pour faire le business avec, ce qui n'était pas le cas bien avant. On a une stabilité économique quand même reconnue, même au niveau de la Banque mondiale, qui se livre même à donner à emprunter de l'argent à notre gouvernement. Comme vous avez dit, ce sont des chiffres, mais ce sont des indicateurs quand même pour lesquels on devait peut-être acclamer ou quelque chose comme ça. On ne peut rien acclamer. Je ne suis pas un fataliste, je vais dire. Vous savez, la croissance du pays, on ne peut pas tout citer, doit se traduire pratiquement sur plusieurs angles, sur plusieurs faits. Et pour ne pas répéter ce que je disais à propos des objectifs du millénaire, il faut que les conditions de vie des gens s'améliorent d'une manière palpable. Pas à petite extension, mais à grande extension. Il faut que ça se voie. Mais donc peut-être le problème pour vous, c'est l'allure à laquelle les choses vont. Non, vous pensez que ça pourrait aller plus vite. Il y a moyen de faire aller plus pas vite. seulement vite. Il faut qu'il y ait une distribution de services pour tout le monde. Ce n'est pas parce qu'à Kinshasa, les gens ont un seul boulevard où les voitures passent et que celui qui vit à Kwango ou celui qui vit à Chabunda ou celui qui vit à Kasumbalesa n'a pas le droit d'avoir des autoroutes. Ce n'est pas simplement parce qu'on met on plante 2-3 lampadaires et on croit que ça suffit. Ce n'est pas parce qu'on a construit ce que vous appelez l'hôpital du centenaire et que cela suffise, alors qu'ailleurs, les gens n'ont pas d'hôpitaux, les gens n'ont pas droit aux soins médicaux. Il faut que ça se voie. Et ça doit se voir d'abord par les soins, par l'éducation, par l'eau potable, par des infrastructures. Et on ne doit pas en faire une publicité parce que c'est le devoir de tout gouvernement de travailler pour le peuple. Et quand ce gouvernement ne travaille pas, mais on doit s'en débarrasser. Je vous donne juste quelques exemples pour ne pas trop biaiser dans peut-être ce que vous allez demander. Allez en Angola. Allez en Angola et voyez ce qui se passe en Angola. Il n'y a pas longtemps que l'Angola venait de sortir de la guerre. Mais l'Angola a déjà des usines de montage de voitures. Alors que le Congo, vous allez nous dire c'est parce qu'il y a la guerre. Non. L'Allemagne s'est développée pendant la guerre. C'était l'unique pays européen à l'époque. Pendant la guerre, les nazis ont développé l'Allemagne. Voyez ça. Allez en Guinée équatoriale, chez le président Obiangema. C'est ce qu'on appelle des pays émergents. Allez en Algérie, où ils sont prêts même à lancer leurs propres satellites fabriqués sur place. Et d'autres histoires. Allez au Maroc. Vous allez voir qu'il y a une croissance économique. Donc, nous parlons de la Banque mondiale ou du Fonds monétaire international qui publie des chiffres alléchants afin de pouvoir faire la publicité d'une équipe de mafieux au pouvoir. Ça ne nous intéresse pas. Donc, vous mettez un peu en doute les chiffres publiés par la Banque mondiale. Même à l'époque de Mobutu, nous parlait de ça. Pour terminer, pour parler de la croissance aussi, il faut qu'il y ait un changement dans les taux de la monnaie nationale. Comment voulez-vous nous parler de la croissance alors que le système monétaire au Congo est dollarisé? Dans un pays qui se dit souverain, la monnaie qui circule, c'est le dollar, et peut-être d'autres devises d'ailleurs. Où se trouve la monnaie congolaise, qui se compte à $1 des millions? Où se trouve la croissance? En effet, vous pensez qu'il y aurait, dans ces quelques années, ok, parlons, pour ne pas se donner peut-être au régime tout entier, pour ne pas peut-être parler du régime, du temps d'existence du président Kabila au pouvoir, je parlerai peut-être des quelques années qu'on a eu le Premier ministre Matata Ponyo au pouvoir. Ces quelques années, avec une telle croissance, pensez-vous que ça aurait été possible de faire mieux? Ou peut-être lui, c'est mieux avec lui? Je parle du Premier ministre seulement. Écoutez, moi je ne les connais pas, mais je vois des actes que le gouvernement pose. Vous voyez ça.
moi je ne suis pas là pour... Je ne suis pas un enfant de cœur pour acclamer des gestes qui sont faits qui sont posés par un gouvernement qui devrait faire mieux que ça. Je ne suis pas un enfant de cœur. Moi je dis bien, ils ne font rien. Ce sont des agents au pouvoir pour enrichir d'autres pays. Ils enrichissent les pays voisins qui nous ont occupés, qui nous ont mis au pouvoir. Le Rwanda, le Burundi, l'Afrique du Sud, l'Ouganda et les pays occidentaux. Ce sont des agents de la mafia internationale. Et ils ne font rien parce que, à part exporter les minéraux, qu'est-ce qu'ils font de plus? Ils n'ont fait que ce que Mobutu faisait, piller les pays. Alors, au besoin de M. Kilele, pour lui, en fait, ce qui se passe au Congo, ça va trop lentement. Trop lentement même peut-être. Il pourrait faire mieux. À l'allure à laquelle vont les choses, vraiment n'est pas satisfaisante pour M. Kilele. Alors on va un peu quitter ces niveaux économiques, c'est-à-dire on va essayer un peu de parler de choses beaucoup plus politiques, parce qu'on se rappelle bien que c'est un homme politique. Alors c'est l'actualité, comme je vous l'avais dit, on va essayer un peu d'écouter ce que M. Kilele a à dire sur ce qui se passe présentement en Afrique et au Congo, ce qui se passe dans le monde et qui concerne bien sûr le Grand Congo, comme je l'appelle toujours. Pour tous les abonnés de Voice of Congo, vous vous rappelez toujours comment j'appelle notre pays, la RDC, je l'appelle toujours le Grand Congo. Alors, M. Kilele, on a observé, en moins de 2 jours, au Burkina Faso, le président Compaoré, qui avait une majorité au Parlement, et en moins de 2 jours, tout a changé. Pourquoi? Parce que l'homme de la rue avait décidé que trop c'était trop. La raison en était qu'il voulait changer la constitution, il fallait évidemment donner un autre mandat au président Blaise Compaoré. Ce qui a tourné mal pour lui et pour son parti. 2 jours ont suffi, le Parlement est tombé, la présidence était sur le point de tomber, et l'armée s'est interposée. Y a-t-il la possibilité que ça pourra se produire au Congo? Ou peut-être même avant que je pose cette question, sommes-nous dans une situation où des choses comme ça doivent se produire en RDC, d'après vous? D'abord, il faut féliciter le peuple burkinabé de cet acte courageux qu'ils ont posé pour chasser du pouvoir un tyran et un assassin en même temps, qui avait tué son ami et son frère Thomas Sankara. En plus, c'est un avertissement aux peuples africains et aux peuples de par le monde et aux dirigeants pour leur dire que le pouvoir a toujours appartenu au peuple et non pas à ceux-là qui se tapent la poitrine une fois qu'ils sont dans l'hémicycle du Parlement ou qu'ils sont au Sénat. C'est un avertissement pour leur dire que si le peuple veut, je dis bien c'est un double avertissement. Ça avertit le régnant, élu démocratiquement ou pas, c'est pour les avertir que si vous blaguez, le peuple est capable de récupérer le pouvoir parce que c'est le peuple qui vous a donné le pouvoir. C'est aussi un avertissement au peuple opprimé pour leur dire que c'est parce que le peuple a toujours été naïf, ils ont toujours été naïfs, qu'ils se sont laissés traîner par des dictateurs, par des incompétents, parce que c'est eux qui ont le pouvoir. C'est nous, le peuple, qui avons le pouvoir et qui pouvons décider de notre propre destinée. Malheureusement, je ne sais pas ce que ceux qui sont au pouvoir utilisent comme fétiche pour nous jeter la poudre aux yeux et trouver que des incompétents, des tyrans demeurent au pouvoir éternellement. On ne peut pas comprendre comment Compaoré est passé 27 ans au Vénévent au pouvoir, alors que c'est un assassin, il n'a rien fait de mieux. À part non, être ça peut-être... quand même que le Burkina Faso avait une stabilité, je peux dire aussi, politique. Ben, si, il y avait... Dans la région, On a dans la sous-région, le Burkina Faso est un peu comme Oui, c'est la l'exemple. publicité des Français, parce que ce sont les Français qui l'ont mis là-bas. Ok. S'il y avait la stabilité économique et politique, on n'aurait pas vu des Burkinabés s'exiler par-ci par-là. Hein. Ça, c'est un. Je voulais donc dire que c'est le peuple qui a le pouvoir et qui a toujours eu le pouvoir historiquement. Le pouvoir ne vient jamais de Dieu. Je l'ai dit plusieurs fois, à contrario, ce que les religieux nous disent, hein, ils nous font gober des histoires, le pouvoir émane de Dieu. Le pouvoir n'émane jamais de Dieu. Okay. Le pouvoir émane du peuple. Okay. Ce n'est pas, ça va au-delà de ce qu'on dit à latin, vox Dei
Vox Populi. Ah, Mais Dieu n'a pas dit peuple. oui. Oui. Si c'est le Vox Populi, hein, c'est le Vox du pouvoir, et non pas la voix de Dieu. Dieu ne nomme personne pour devenir chef. Ok, là, sur moi, je pense que ce sera Alors, un débat qu'on prendra du temps, puis tu là pour en D'accord. parler. Alors, on revient un peu sur. Pour transphaser maintenant dans les côtés congolais, eh ben, après le vent qui a souffert de la perestroïka et la chute du mur de Berlin, pour lequel nous célébrons 25 ans 25 aujourd'hui. ans, évidemment. Tous les abonnés de Voice of Congo, vous avez vu, on l'a publié. Ouais. Évidemment, juste une parenthèse, pour ceux qui ne voient peut-être plus notre rubrique de séjour dans l'histoire, il reviendra bientôt, la rubrique plutôt reviendra bientôt. Vous vous rappelez que chaque jour, on vous publie, on vous annonce toujours de ce qui s'est passé, un événement historique qui s'est passé dans le Grand Congo. Et je sais que beaucoup, nous avons reçu vos messages demandant pourquoi on avait stoppé cela pour un temps. C'était juste pour des besoins, pour des problèmes un peu, comme je peux dire, techniques, mais il reviendra bientôt. Alors, on revient à M. Kilele. Vous disiez, après la période de Après le vent qui a soufflé de la perestroïka et des glasnost, nous savons que tous les gouvernements africains étaient un peu bousculés par le vent de la démocratie. Hein. Et le Congo a été le pionnier de bousculade du pouvoir tyran à l'époque. En fait, toute la vie des Congolais a été une vie d'élite, de résistance contre l'oppression et le pouvoir d'occupation depuis le pôle D et jusqu'à ce tyranno de Kanambé qui est là-bas. Alors, nous avions donné Juste pour l'exemple. signaler que quand il parle de Kanambé, il parle du président actuel, Joseph Kabila, beaucoup l'appellent Kanambé, juste au cas où c'est un peu perdu. Non, je pense que ce n'est pas une injure. Chacun doit accepter son nom, hein, son identité, malgré le maquillage. Tu cas là, Ozoyoka, François Chipuki. Ouais. De ça, je les vois. Ah, d'accord. Alors, le Congo avait donné l'exemple quand nous avons bousculé Mobutu, qui était le tout-puissant président d'Afrique et du monde. Hein. Et puis la conférence nationale a eu lieu. Et avec le temps, nous avons chassé Mobutu. Mobutu a fui, sans doute avec l'arrivée de Laurent Désiré Kabila. Beaucoup de pays africains ont copié ce modèle-là. Même si aujourd'hui on parle de l'Afrique du Sud, où l'on a parlé de la commission de vérité et je ne sais pas de réconciliation, et que certains Congolais prennent pour modèle, mais c'est le Congo qui avait inauguré cette voie. Et quand bien même que je peux aujourd'hui féliciter le frère du continent burkinabé, c'est juste pour le dire qu'ils ont copié le modèle congolais. Mais alors, il y a une crainte. Il y a une crainte. Ce qui, après le départ du tyran, voilà, il y a un militaire qui se positionne, on ne sait pas s'il sort d'où, sans doute, on dit qu'il était de la garde présidentielle. Eh ben, Avant cela, il y avait un tiraillement même au niveau de l'armée. Eh ben, ça signifie que Compaoré n'est pas parti, il est là. Mobutu a fait la même chose après que les pays occidentaux les bousculés, envoyé des émissaires. Il s'est accroché encore au pouvoir pendant 7 ans. Hein. Il est resté là-bas. Donc, je ne pense pas que le Congo a beaucoup à apprendre là-bas. Nous avions lâché prise après le départ de Mobutu. Nous avions lâché prise. Il a fallu qu'on continue avec ce flambeau de déterminisme, de nous opposer contre tout tyran et réellement d'imposer la démocratie à la congolaise. Parce que la démocratie, ce n'est pas une marchandise exportable. Hein. L'Occident qui exporte la démocratie est en train de se tromper. On ne peut pas imposer une démocratie à un peuple. C'est un peuple qui choisit la façon, le modèle de démocratie. Le modèle de démocratie. Ce n'est pas exportable. Et vous remarquerez par là même que l'Occident n'a jamais été démocrate vis-à-vis de l'Afrique et d'autres pays du monde. Parce que si l'Occident était démocrate, il ne tirerait pas les ficelles derrière en plaçant à la tête du gouvernement du monde, surtout d'Afrique, plus particulièrement des dictateurs, que eux-mêmes appellent dictateurs, alors que ce dictateur travaille à leur profit. C'est grâce à l'Occident que Mobutu est resté au pouvoir longtemps, parce qu'il était leur serviteur. C'est grâce à l'Occident que tous ceux qui sont dictateurs au monde sont là. Donc, quelque part, je conclus que l'Occident n'a jamais été démocrate. Et l'Occident n'a jamais voulu que l'Afrique se démocratise. Ainsi,
le peuple doit demeurer nationaliste pour imposer un modèle de gouvernance et chercher à barricader l'influence politique de l'Occident. Nous pouvons coopérer avec eux. La raison pour laquelle j'ai mentionné l'histoire du Burkina Faso, c'est parce qu'on a aussi un débat comme ça qui se passe dans notre pays, c'est sur la modification de la Constitution, et la modification toujours pourquoi? Pour peut-être permettre au président actuel, le président Joseph Kabila, de briguer un autre mandat. Alors, vous dites qu'il n'y a pas beaucoup qu'on devra apprendre du Burkina Faso. Est-ce une façon de dire que pour vous, ce n'est pas un problème si le président Kabila ait une chance, on lui donne une chance peut-être que la Constitution soit modifiée d'une manière que peut-être qu'il a un troisième mandat, ou peut-être vous dites qu'on ne peut pas apprendre de l'action, peut-être du soulèvement populaire. Que voulez-vous dire exactement quand vous dites qu'il n'y a pas beaucoup que le peuple congolais apprendre à partir du Burkina Faso, à partir de ce qui s'est passé au Burkina Faso? Les Congolais doivent descendre dans la rue. Ils doivent continuer à descendre dans la rue et faire plus que ce que les Burkinabés ont fait. C'est-à-dire? Les Burkinabés sont allés brûler le Parlement à l'époque de la révolution bolchevique de la Russie. Les bolcheviks sont allés tirer des canons au palais d'hiver. Pardon. Vous voyez ça? En Moscou. C'est un peu comme si vous appuyez un peu la violence. C'est une self-défense. Ceux qui sont violentés, c'est le peuple congolais. Et si le peuple congolais descend dans la rue, ce n'est pas une violence, c'est une self-défense. Parce qu'il y a plus de violence de la part du gouvernement que du peuple. Vous voyez ça? Le peuple doit descendre pour montrer aux gouvernants que vous avez échoué et vous n'avez plus le droit de continuer. Vous savez, on veut nous présenter celui que vous appelez, entre guillemets, Hippolyte Kajamber Kanambe, Joseph Kabila, comme étant l'homme providentiel, hein, celui que Dieu a envoyé, celui qui connaît tout, ou peut-être il est entouré par des gens qui reçoivent des inspirations de Dieu. Mais mon Dieu, mais tout le monde est capable de faire le bilan que pendant 16 ans de règne, les Louis, les groupes mafieux qui l'entourent ont tous échoué. Et pourquoi on doit continuer? Vous voulez me faire accepter la thèse selon laquelle on doit lui donner une chance. Mais le 16 ans ne suffisent pas? Les 16, les 10 ou les 13 ans qu'il a passé au pouvoir ne suffisent pas? Qu'est-ce qu'il veut encore faire pendant les autres 5 ans qu'il n'a pas pu faire pendant les 16 ans? Donc on l'a beaucoup gâté. C'est quelqu'un qu'on doit chasser du pouvoir, on doit l'arrêter, on doit le juger, lui et toute son équipe. Au besoin de fusiller comme on a fait à l'époque des ok, donc la nation essaie un peu de résumer la position du docteur Kilele. Donc on ne doit pas, on ne doit pas et on ne doit plus lui donner une chance. On ne doit plus donner une chance. Oui, on ne doit pas contre l'arrêter et le juger, lui et son groupe. Arrêter les juger pourquoi? Écoutez, mais ils ont échoué, mais qui a amené la guerre au Congo? C'est lui, non? Vous manquez de mémoire? Vous manquez de mémoire? Le président Joseph Kabila. Il a amené la guerre au Congo. Il était parmi les soldats qui tuaient les gens. C'est connu de tout le monde. Ce n'est pas qu'il est là qui l'a dit. C'est connu de tout le monde et c'est écrit. Et il continue à tuer les gens au Congo. Où est Chebeya? C'est lui. Quand vous suivez le documentaire, je ne sais pas de quel belge ou français qui a enquêté sur la mort de Kabila, pourquoi le procès de Kabila, soi-disant son père, ne continue pas? Et les militaires qu'on jugé, ils disent que non, c'est lui qui a donné l'ordre de tuer les Libanais. Alors, c'est le docteur Kilele, on se rappelle, qui est en train de parler. Il dit que pour lui, il faut que le président actuel soit arrêté et peut-être jugé, lui et les gens autour de lui. Oui. Et on se rappelle que le débat est sur l'actualité, c'est-à-dire on est en train de parler, on est en train d'écouter la réaction du docteur Kilele, président fondateur du PNC, sur ce qui se passe. On est en train de parler de ce qu'on appelle maintenant l'effet Burkina Faso. Pour lui, il faut peut-être que ça se répète aussi au Congo, mais avec une plus grande ampleur. Oui, ce qui s'est passé au Burkina Faso est peut-être un peu moindre. En fait, les Burkinabés devraient apprendre, ont appris cela des Congolais. Et nous, Congolais, en tant qu'initiateurs de ce genre de choses, devrions peut-être faire mieux. Alors, qu'est-ce que vous avez vraiment à l'esprit? C'est-à-dire, s'il devrait y avoir un soulèvement populaire. Essayez un peu de nous mettre un peu dans cette ambiance-là. C'est-à-dire, on a brûlé. Quoi de pire peut se produire? Le Parlement a été brûlé. Le président a été chassé. Son frère arrêté. Le président du parti au pouvoir arrêté. Quoi de pire peut se produire au Congo? Pire que cela, parce que vous dites que plus grande ampleur, c'est-à-dire quel est le niveau
supérieur à celui-là. C'est quoi? Vous voulez peut-être l'échangeur ou quelque chose comme ça, bien dit. D'accord. Vous savez, le PPRD n'est pas un parti politique. Ok. Oui, c'est un groupe de mafieux qui vont bientôt fuir dès que celui qui a la tête tombe. Parce qu'ils n'ont aucune idéologie. Ils n'en ont pas. Ce sont des agents, comme je viens de le dire, de la communauté internationale. Tu peux comprendre comment un parti si fort, tel que le MPR de Mobutu, 32 ou 33 ans après Mobutu tombe, tous ces professeurs d'université, tous ces hommes de droit, tous ces économistes, les bidocs et les tridocs qui l'entouraient, aucun n'a émergé pour continuer avec le MPR. Par contre, c'est une femme là, Baba Zouzou Mbombo, qui a osé dire MPR fait privé. Je ne sais pas depuis quand un parti c'est un fait privé. Ouais. Tout ce gros bonnet que vous voyez là-bas qui allait défendre Mobutu partout, on leur a mis de l'eau dans la bouche. Ils n'ont plus parlé. Et c'est fini avec le MPR. Un père qui était très fort et qui s'était ressourcé du MLC. Parce que le MPR, c'est un peu synonyme de Mouvement national congolais, Mouvement populaire de la révolution. Il y a le M qui est toujours là-bas. Quand ce type va tomber, vous allez voir tout le monde là va déjà faire le booking des hôtels à Brazzaville, en Angola, et ils vont venir en Afrique du Sud. Alors, les abonnés de Voice of Congo... Ce que nous voulons, oui, le pire que vous craignez, non, c'est de chasser le type du pouvoir, c'est de l'arrêter et de le juger. Beaucoup de secrets vont sortir. Ça, quelle est l'alternative? C'est-à-dire, s'il faut l'alternative, le peuple doit descendre dans la rue. Non, ce que j'essaie de dire, c'est qu'aujourd'hui, en 2016, le président Kabila accepte de ne pas briguer un autre mandat. Qui voyez-vous au pouvoir? Peut-être le docteur Étienne Tshisekedi. Je peux me présenter comme candidat. Je suis capable de diriger le Congo. C'est pas sorcier. Hein. L'avez-vous déjà fait c'est-à-dire pendant les élections passées? Ces élections n'étaient pas réellement des élections. Parce que celui que vous appelez Kabila et les autres n'ont jamais été élus au pouvoir. Ce sont des tricheurs, ce sont des gens qui trichent les élections. C'est de la fraude. C'est connu de tout le monde. Ils n'ont jamais reçu mandat du peuple. Peut-être ils vont me juger d'un détraqué mental. Le docteur qu'il est Mais dit que connaissent. lui peut s'opposer C'est pas sorcier. au pouvoir, c'est-à-dire essayer de postuler. C'est pas sorcier. Et je suis sûr que Voice of Congo et Pichuka la reviendront pour essayer un peu d'écouter quel est son plan d'action. C'est-à-dire, si aujourd'hui il devenait président de la République, que fera-t-il mieux que peut-être M. Kabila et Matata n'ont pas fait? Et c'est là où on écoutera, bien sûr. Alors, on va essayer un peu, en nous tendant bien sûr vers la fin de notre interview d'aujourd'hui, parce que je suis sûr que beaucoup sont intéressés par ce qu'ils ont écouté de vous en train de dire. Et moi personnellement, je pense qu'il y a beaucoup que vous pourrez dire, que vous pourrez peut-être révéler. Et quand vous dites qu'il y a des secrets qui peut-être sortiront si aujourd'hui on arrête le président en place, je me dis que peut-être qu'il y a quelque chose que vous savez, que nous ne savons pas, puis tu là, et donc mon but c'est de éviter, qu'il y ait peut-être à Yebi. Alors, ceux qui va gagner président Lelo, il y a beaucoup de secrets et goubis. Alors, c'est comme ça qu'on reviendra toujours pour parler. Alors, il y a beaucoup, comme je le disais, on était centré sur l'actualité au Congo. Et bien sûr, nous avons traîné plus sur la Constitution, c'est-à-dire la modification de la Constitution, qui, bien sûr, il s'en va, ça veut dire que pour vous, c'est un non, pour pas de changement de Constitution. Vous appuyez la Constitution actuelle, pour vous, elle est la bonne. Je ne dis pas que totalement elle est la bonne, mais ce sont eux qui ont promulgué cette constitution. Si ils veulent la modifier ou la changer ou la réviser aujourd'hui, qu'ils nous disent qu'est-ce qu'ils ont vu de mauvais dans cette constitution. Ce n'est pas parce qu'ils veulent briguer un troisième mandat et pour lui faire plaisir, lui et le groupe de mangeurs qui l'entourent, que la constitution doit être... Qu'on nous dise qu'est-ce qui ne va pas dans ces textes de la constitution. Avant qu'on... L'avez-vous déjà lu? Écoutez, c'est plus que la Bible, moi je la lis. Ok. Je la lis tous les jours. Vous, personnellement, vous n'avez rien contre cette constitution? Vous savez, la constitution, c'est un papier, hein? Oui, c'est un texte. Hein? Ce n'est pas ça, totalement, qui gouverne le pays. Vous savez, sans doute, je ne veux pas dire que le pays doit être gouverné, un pays moderne doit être gouverné par sa constitution. Mais c'est la volonté des gouvernants à pouvoir créer le bonheur collectif des gens. Ce n'est pas ce papier-là. Ces gens n'ont pas créé le bonheur du peuple. Donc, ils doivent partir.
qui ne nous distrait pas. Nous savons que chaque constitution est révisable, est changeable. Il faut qu'il y ait une raison. Quelle est la raison fondamentale qu'ils mettent sur la table pour dire que la constitution doit être changée? Si seulement le fait de pouvoir donner un mandat à un occupant, à un voleur qui n'est pas congolais, à un mercenaire. Oui, quelle est la raison? Donc, pour moi, je ne dis pas qu'elle est totalement bonne ou elle est totalement mauvaise, mais c'est que nous voulons, c'est que nous ayons des bons gouvernants, c'est que nous ayons des nationalistes, c'est que nous ayons des compétents, de gens qui travaillent pour le peuple, pas une bande de voleurs, des gens qui envoient tous les jours des milliers de camions quittant les Katanga pour prendre la route de l'autoroute de l'Afrique du Sud. Arrivé à Kasumbalès, vous allez vous étonner. Qu'est-ce qui se passe au Katanga? C'est le pillage systématique. Et que dire d'autres provinces? Mais où sont les gouverneurs? Où sont les régnants? Où se trouvent les pays? Comment peut-on expliquer aujourd'hui que les Rwandais soient cotés au marché des métaux à Londres, que les Rwandais produisent de diamants, de cassiterite, de cobalt? Comment ces minéraux quittent les pays alors que nous avons un gouvernement qui se dit qu'il travaille pour le peuple et que le peuple ne profite pas de ces minéraux? Comment on peut expliquer ça? Eh bien là, François Tchipouki, on est toujours dans ce qu'on appelle l'effet Burkina Faso. Là, c'était le docteur Kilele qui, bien sûr, pour lui, il vous a bien dit qu'il faut que le gouvernement actuel, c'est-à-dire que la mouvance actuelle s'en aille. En masse. En masse, comme il l'a dit lui-même. Et pour lui, pas seulement s'en aller pacifiquement, non, il faut pire que le Burkina Faso. C'est comme ça que je dis, c'est toujours l'effet Burkina Faso. Et comme nous, à Voice of Congo, on aime bien sûr, c'est bien de rejeter une idée, mais il faut toujours apporter une autre proposition. Prochainement, on viendra ici pour demander au professeur quelle est son idée alors. C'est-à-dire, s'il faut que le PPRD, la majorité actuelle, s'en aille, et que peut-être le PNC, le MNC ou le groupe des nationalistes viennent au pouvoir, que apporterait-il qu'on n'a jamais vu au Congo? Alors, je ne sais pas s'il y a un dernier mot à dire à tous nos abonnés, monsieur Kilele. Peut-être vous avez quelque chose à dire, peut-être vous voulez les motiver. Toujours comme on dit dans l'effet Burkina Faso, peut-être vous avez un mot à dire à tous ceux qui sont en train de vous suivre, des centaines de milliers d'abonnés de Voice of Congo. Je demande à tous mes compatriotes de se réveiller. Nous avons dormi pendant longtemps et nous avons permis aux mafieux de nous fouler sous leurs chaussures. Nous devons faire plus que Burkina Faso. Nous devons nous attaquer aux oppresseurs qui se trouvent dans le Parlement et qui se nichent au Sénat. Nous devons chasser de notre pays les Rwandais et permettre certains Rwandais de revenir quand le pays sera normalisé. Et en ce moment-là, ils doivent y revenir légalement. Nous devons sécuriser nos frontières. Mais d'abord, nous devons chasser les pouvoirs en place et les juger après que le pouvoir ou le régime est tombé. Parce qu'ils sont tous des oppresseurs. Ils ne sont pas différents des rois Léopold II. Ils ne sont pas différents de ceux-là qui nous mènent la guerre. Les Congolais qui sont dans ce gouvernement sont tous des complices. Et ils doivent tous être jugés comme cela a été fait lors de la chute de Berlin, des nazis, avec le jugement de Nuremberg. On doit arrêter ces gens. 25 ans après la chute de Berlin, le docteur qui les demande une autre chute de Berlin. Cette fois, c'est en RDC. Alors, à la caméra, c'était Pichou Kalala, le guerrier de la police congolaise. Et bien sûr, François Tchipouki à Londres. Ça, c'est pour toi. Et moi, c'était Eric Boukoula, journaliste de Voice of Congo. Merci et à la prochaine. Merci beaucoup. VoiceOfCongo.net, news on real time.